Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour notre campagne de sensibilisation 2022, notre campagne de sensibilisation à l'autisme, l'opération Chaussette Bleue. La thématique de cette année, c'est « Nous sommes parmi vous ». Nous, qui? Les personnes autistes, bien sûr. Cette campagne se fait en partie de manière virtuelle, par des podcasts et des vidéos, comme aujourd'hui, et aussi en présentiel avec différents événements qui égreneront ce mois d'avril et bien plus tard. Donc aujourd'hui, ce sera une visioconférence avec Pierre-Yves Houlmont que nous avons le plaisir de recevoir. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour. Alors, vous êtes doctorant à l'ULG en langue et littérature moderne en allemand. Oui, c'est ça. En fait, ça, c'est plutôt mon poste d'assistant qui se déroule en langue allemande. Par contre, mon domaine de recherche, c'est plutôt la traduction. La traduction. Mais vous êtes avec nous aujourd'hui pour quelle raison? Eh bien, parce que vous m'avez contacté par rapport à mon domaine de recherche et au fait que moi aussi, je suis autiste et que j'ai publié un article sur jesuisungamer.com, qui est le site sur lequel je suis rédacteur en chef adjoint. Et on mettra le lien en dessous de cette vidéo, bien entendu. Oui, donc c'est un article sur à la fois mon expérience vis-à-vis du jeu vidéo, mais aussi avec quelques informations intéressantes sur des liens entre, enfin, sur quel rapport en tant que personne autiste on peut avoir avec le jeu vidéo. Alors, Pierre-Yves, c'est très intéressant parce que, comme vous l'avez si bien dit, beaucoup de personnes dans la communauté autistique est extrêmement, je ne trouve pas le mot, passionnée par tout ce qui est jeux vidéo. Il y a beaucoup de gamers, des petits, beaucoup d'adolescents, mais aussi des adultes. Je suis sans doute l'exception qui confirme la règle et je l'assume complètement. Mais pour ce faire, pour pouvoir discuter avec vous et aborder cette thématique, nous avons souhaité donner la parole à un de nos collaborateurs qui s'appelle Jean-Sébastien Jacques et qui lui aussi pendant très longtemps était gamer et encore maintenant, ça lui arrive de participer. Et je pense qu'il est la personne à même à vous poser des questions. Je reviendrai vers la fin pour éventuellement clôturer ce débat et d'ores et déjà, je vous remercie. Merci. Voilà. Donc, moi, maintenant, je bouge et je te laisse. Compte 1, 2, 3, regarde la minute. Ouais, j'ai déjà fait. Alors, je vais simplement prendre la tête fait bien dans son cadrage. Ouais. Et le minute. Voilà. J'ai bien qu'on le dire. Donc là, tu peux dire, est-ce que vous nous autorisez à dire, donc à reprendre le fait que vous soyez autiste ou ça vous pose un problème? Ok, non, vous assumez complètement. Oui, j'ai même publié un thread Twitter sur mon compte professionnel. Donc, Ah, génial, génial. Ah, j'adore. Ah, ça fait du bien d'avoir des gens qui assument. Merci bien. Donc, n'hésite pas à aborder cette thématique, j'en fais pas oui. Voilà, je vous laisse faire. Je vous écoute. Bonjour Pierre-Yves. Pardon, est-ce que je peux tutoyer? J'ai nettement plus facile ou pas? Bien sûr, oui, pas de souci. Super. Bonjour Pierre-Yves, ravi de te rencontrer. Oui, moi de même. Après ces quelques mails. Donc, il y a eu la présentation avec Flora. Pourrais-tu nous parler rapidement de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à pouvoir allier le côté professionnel et le côté gamer et également le côté développement personnel, si je peux appeler ça, au niveau de l'autisme? Oui, alors, mon parcours a été un peu sinueux, hein, on va pas se mentir. C'est vers 26 ans que j'ai commencé à me poser des questions sur ma neuroatypie. Et en fait, j'ai découvert un peu sur le tard qu'il était possible de faire de la recherche en jeux vidéo, que je pouvais mettre à profit des compétences que je développais au fur et à mesure de mes années d'études, etc. Que je pouvais mettre à profit ces compétences dans le domaine du jeu vidéo pour travailler dans le domaine du jeu vidéo. Et donc, je joue aux jeux vidéo depuis que je suis vraiment tout petit. Je suis vraiment passionné par les jeux vidéo, mais par tous les aspects du jeu vidéo.
Vraiment, le fait qu'aujourd'hui, je fasse de la recherche dans le domaine des Game Studies, c'est vraiment une manière pour moi de jouer aux jeux vidéo sans jouer, en fait. C'est vraiment tous les aspects du média m'intéressent. Et donc, vers la fin de mes études, donc j'ai fait un master en traduction à finalité spécialisée. Et en fait, première année de master, quelque chose comme ça, je me suis retrouvé dans une conférence. J'ai une camarade de classe qui m'a dit: Ah oui, il y a une conférence sur le jeu vidéo à l'université de Liège. Je me suis dit: Ah bon, une conférence sur le jeu vidéo, bah, je vais aller voir ça. Et en fait, il y a le Liège Game Lab, donc c'est le laboratoire dont je fais partie aujourd'hui, qui donnait des présentations sur leur sujet de recherche, et ils font toutes et tous des recherches sur le jeu vidéo. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit: je, je veux, je veux juste être ami avec ces gens-là, je veux faire de la recherche, je veux parler de jeux vidéo, je veux en faire mon métier. Et à partir de ce moment-là, eh bien, j'ai réorienté le sujet de mon mémoire de master vers un sujet donc, sur la traduction de jeux vidéo. Et grâce à ce mémoire, bah, j'ai pu montrer que bah, j'étais pas un mauvais chercheur, au contraire. Et, euh, et donc, pendant, je vais dire, il y a eu un petit gap d'un an entre la fin de mes études et le début de mon travail en tant qu'assistant. J'ai préparé, j'ai bossé sur un projet de thèse. Et au bout d'un moment, un poste s'est libéré et j'ai pu avoir ce poste d'assistant qui me permet, en fait, pendant la moitié du temps, d'enseigner. Donc, j'enseigne l'allemand. Et pendant la seconde moitié du temps, je fais un doctorat, en fait. Donc, je rédige une thèse sur la traduction de jeux vidéo. Merci beaucoup. Et concernant l'autisme, qu'est-ce que le jeu vidéo t'apporte, que ce soit dans la vie de tous les jours, au quotidien, ou que ce soit également en lien avec ton boulot? Alors, bah, le jeu vidéo, de manière générale, c'est clairement mon intérêt spécifique depuis que je suis tout petit. Donc, de base, c'est quelque chose qui me passionne. C'est un milieu, en fait, qui est... Le jeu vidéo permet vraiment d'expérimenter des choses dans un milieu assez safe, en fait. De manière générale, on peut jouer aux jeux vidéo, on apprend plein de choses en jouant aux jeux vidéo. Et, euh, Et tout ça, c'est dans un environnement que je connais bien parce que je suis tranquille chez moi dans ma bulle, sur mon canapé, et ça me permet vraiment d'entrer en contact avec un média très stimulant, mais tout en restant chez moi. Je suis pas la personne la plus sociable de l'univers. Euh, donc, du coup, bah, ça m'a toujours bien arrangé en fait d'avoir cette passion-là. Et de manière générale, je pouvais aussi jouer avec des amis. Enfin, quand j'étais plus jeune, je faisais ce qu'on appelait des LAN. Je ne sais pas si les gens aujourd'hui savent encore de quoi il s'agit, parce avec Internet, etc., tout le monde joue en ligne. On a rarement des rassemblements où on se retrouve à 100 personnes dans un gymnase où on amène tous nos PC. Euh, mais du coup, ouais, je faisais quelques LAN avec des amis, etc., quand j'étais plus jeune. Et puis, de manière générale, bah, jouer en ligne avec quelqu'un, le jeu vidéo me permet, je veux dire, d'identifier le but de la communication. Je veux dire, quand je joue à un jeu vidéo et que quand on joue à World of Warcraft, par exemple, avec des amis, bah, je sais quel est le but de notre communication. Par exemple, si on fait un donjon, bah, on va essayer de communiquer pour rendre la progression dans le donjon assez efficace. Et c'est quelque chose qui, de manière, enfin, depuis toujours, m'a toujours un peu rassuré, je veux dire, parce que je savais pourquoi on communiquait, et vu que bah, dans des situations de communication de la vie quotidienne, bah, parfois je suis un peu maladroit. Le jeu vidéo m'a permis de m'entraîner, je vais dire, aux interactions sociales dans un milieu que je connaissais bien. Et puis alors, oui, et du coup, bah, le jeu vidéo, dans tous les aspects de ma vie, est présent. Ma passion, c'est jouer. Je suis rédacteur en chef adjoint sur un site dédié aux jeux vidéo. Et mon travail de recherche, c'est sur le jeu vidéo. Je veux dire, tous les aspects concernent le jeu vidéo, tous les aspects de ma vie. Tu as parlé de l'apprentissage et de la communication. Quels sont les volets que tu connais et que tu exploites pour toi-même et qui pourraient également être exploités ou être éventuellement des sujets de recherche ultérieurs entre le jeu de vidéo et l'autisme, d'après toi? Ouf, bah, je pense qu'il existe autant de sujets possibles
d'études qui lieraient jeux vidéo et autisme qu'il existe de champs disciplinaires, en fait. Euh, on peut avoir des études, je vais dire, sociologiques, qui, au sein même du domaine de la sociologie, pourraient prendre des formes hyper diverses et variées. De manière générale, vraiment, tous les domaines pourraient s'en emparer. On pourrait regarder... il me semble qu'il y a déjà des recherches qui se font sur est-ce que le jeu vidéo peut jouer un rôle de médiation entre une personne autiste et que ce soit un docteur ou d'autres personnes, hein. Si des parents ont du mal à communiquer avec leurs enfants, par exemple, le jeu vidéo peut jouer le rôle de médiation, en fait, et rapprocher, je vais dire, l'enfant de ses parents. C'est clairement ce qui s'est passé entre moi et mes parents, par exemple, où quand j'étais petit, ils prenaient la manette, même s'ils ne comprenaient pas du tout ce qui se passait, ils jouaient avec moi, ils me posaient des questions. C'était une manière pour moi d'interagir avec eux sur un terrain que j'aimais bien, quoi. Donc ça pourrait constituer un sujet de recherche. On pourrait aussi faire des recherches sur la manière dont le jeu vidéo peut euh, aider les personnes autistes à reconnaître les émotions, par exemple. Il y a des jeux qui existent sur le sujet. Enfin, vraiment, des sujets de recherche, je pense qu'il y en a des tonnes et il y en a au moins 1000 auxquels je ne pense pas parce que ce ne sont pas mes domaines. Pierre-Yves, concernant l'apprentissage pédagogique en milieu scolaire, est-ce que tu penses que le jeu vidéo peut venir donner une aide aux personnes, aux jeunes présentant de l'autisme? Et si oui, mais de quelle manière? Alors, la question de la pédagogie du jeu vidéo, c'est un champ de recherche en lui-même, hein. Il y a beaucoup de personnes qui font des recherches sur comment apprendre par le jeu vidéo, mais aussi comment apprendre le jeu vidéo. Parce que l'air de rien, le jeu vidéo, c'est un média avec ses propres codes et ses propres pratiques qui l'entourent. C'est un média culturel. Donc, il y a aussi moyen d'apprendre le jeu vidéo. C'est un peu comme si on apprenait la littérature ou quelque chose comme ça. Les codes de littérature, on peut apprendre à lire un jeu vidéo comme on lit un livre, je veux dire. Et donc, dans ce cas-là, l'apprentissage par le jeu vidéo est toujours un peu compliqué si on veut le rapprocher de sujets scolaires, par exemple, dans le sens où souvent, ça prend la forme de ce qu'on appelle un serious game. Un serious game, c'est quoi? Si on traduit littéralement, c'est un jeu sérieux, donc c'est-à-dire un jeu qui a un but sous-entendu qui va plus loin que juste jouer aux jeux vidéo. Et l'équilibrage entre l'apprentissage et le côté ludique est parfois un peu compliqué. C'est-à-dire que souvent, quand on développe un serious game, on va avoir le côté apprentissage qui va prendre énormément de place et le jeu, il va être un peu embêtant, un peu ennuyeux. Donc, c'est toujours un peu compliqué c'est toujours assez compliqué à développer. Maintenant, il existe de très bons jeux qui permettent des apprentissages. Quand j'étais plus jeune, je jouais notamment à des jeux dont le but était d'apprendre à compter, d'apprendre à utiliser un clavier. Il y avait dans un jeu vidéo Mario sur PC qui était en fait un typing game. Donc on avait Mario qui avançait plus ou moins tout seul et à certains moments, on avait des lettres qui apparaissaient à l'écran et je devais utiliser un doigt bien spécifique pour taper, pour le faire avancer. Donc, c'est-à-dire, on mettait la lettre F, par exemple. On me disait que je devais utiliser, je sais pas moi, l'index pour appuyer sur la lettre F. Et c'est ainsi que j'ai appris à taper au clavier, par exemple. Donc, le jeu vidéo, comme tout, peut apporter des apprentissages. Tout dépend de comment on l'utilise. On a donc, comme je l'ai dit, les serious games qui vont porter sur un champ bien spécifique. Par exemple, un jeu vidéo qui a pour but d'enseigner le nom des atomes, par exemple, des différents atomes, des trucs comme ça. Donc ça peut exister. Mais on peut aussi utiliser le jeu comme médiation, un peu comme ce dont je vous avais parlé tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire que un professeur, un instituteur peut se dire, tiens, je vais utiliser le jeu vidéo pour aborder des sujets bien spécifiques. J'ai notamment un collègue de l'UCL qui s'appelle Gaël Gilson et qui a fait toute sa thèse en fait sur apprendre par le jeu vidéo et apprendre le jeu vidéo.
Et du coup, il est professeur de français. Il faisait jouer les élèves il me semble il les faisait jouer par paire. Et pendant qu'un jouait, l'autre devait décrire ce que la personne qui avait la manette, ce que le jeune avait, ce que le jeune faisait en fait, avec la manette à l'écran, etc., en utilisant par exemple des propositions subordonnées ou quelque chose comme ça. Donc ça, ici, le jeu est utilisé comme médiation. Donc c'est pas le jeu en lui-même qui va apprendre ça, qui va enseigner ça à l'élève, c'est plutôt le professeur qui va profiter du jeu vidéo pour enseigner quelque chose. Et donc là, bah, pour les personnes autistes, ça peut être, si le jeu vidéo est un intérêt spécifique, par exemple, bah, c'est une manière d'attirer son attention assez facilement, on va dire, et de trouver un terrain de communication avec l'élève pour lui enseigner quelque chose. Donc moi, en fait, ce que je fais, donc moi, je fais pas de recherche en pédagogie, mais par contre, je suis actif dans le milieu de la médiation culturelle numérique. J'ai notamment co-organisé une formation qui se donnait sur Bruxelles avec mon collègue Bruno Dupont, où on faisait de la médiation numérique culturelle, c'est-à-dire qu'on enseignait à des participants à la formation comment faire passer un message, comment utiliser différents médias numériques pour conscientiser à une cause bien déterminée ou quelque chose comme ça. Donc, le jeu vidéo en tant que médiation, c'est quelque chose qui est assez puissant, je veux dire. Et donc, j'en profite pour que tu parles de médiation, pour rebondir sur les interactions sociales, étant donné que c'est relativement lié. Dans quelle mesure ou comment, d'après toi, cela peut apporter je ne sais pas si je peux appeler ça une plus-value, mais en tout cas, ça peut aider les personnes autistes concernant les interactions sociales? Bah, ça peut... il y a des serious games qui sont développés pour entraîner, je vais dire, les enfants, par exemple, aux interactions sociales. Donc ça, ce serait plutôt l'optique serious game. Et donc ça, il existe plusieurs exemples dont je parle dans le dossier que j'ai rédigé sur autisme et jeux vidéo sur le site je suis un gamer.com. Après, à partir du moment où le jeu vidéo peut être utilisé comme une forme de médiation, dans une optique de médiation, en fait, avec dans différents contextes, bah ici, on peut très bien utiliser le jeu vidéo pour rapprocher soit des personnes autistes qui seraient, par exemple, toutes passionnées par le jeu vidéo, et donc on les rassemble autour d'un objet et elles vont commencer à échanger en fait sur leur objet, sur leurs intérêts spécifiques, etc. Ou alors on peut l'utiliser, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme dire terrain commun pour discuter entre neuroatypiques et neurotypiques, par exemple. Ce serait une manière d'accrocher l'attention d'une personne neuroatypique pour échanger avec lui et pour encourager l'interaction sociale. Si je prends mon exemple, j'ai toujours plus facile à interagir socialement avec quelqu'un qui s'intéresse aux jeux vidéo parce que j'ai un sujet que je connais bien et je peux échanger assez facilement sur ce sujet-là parce que bah, c'est un domaine que je connais vraiment bien, tant du point de vue du hobby que du point de vue professionnel, je vais dire. Donc, quand on a une interaction sociale qui tourne autour du jeu vidéo, généralement, je sais où ça va. Et je sais, je vois le fil rouge de la conversation et ça va avoir tendance à me rendre plus serein, je vais dire, dans les interactions. Donc, et je rebondis à nouveau là-dessus, c'est un peu, est-ce que je peux résumer comme ça, si je puis dire, c'est rester rester dans sa bulle tout en sortant avec la communication, voir d'autres sujets que son intérêt spécifique à travers le jeu vidéo. Alors, bien sûr, à partir du moment où on a commencé à interagir avec quelqu'un sur un sujet donné comme le jeu vidéo, ben, la conversation peut naturellement se diriger vers autre chose, je vais dire. C'est une manière d'avoir une zone de confort
mobile, on va dire. Si on voit ça comme ça, c'est une zone de confort mobile, en fait, ce sujet du jeu vidéo. Et je pense que oui, clairement, c'est une manière de, de se... Enfin, c'est peut-être un peu trop fort comme mot, se mettre en danger, mais vraiment sortir de sa zone de confort tout en gardant une prise, en fait, sur les interactions. Alors, tout grand merci pour ton partage d'expérience, ton partage de ressenti également. Et je vais laisser la parole à Flora. Les rives, c'était drôlement intéressant. Pour quelqu'un qui ne s'intéresse pas aux jeux vidéo, là, j'étais quand même interpellée par plusieurs choses que vous avez dites. Donc, en fait, c'est une ressource. Alors déjà, la première nouvelle, c'est pour moi, c'est que vous êtes une personne qui avait réussi à, à transformer votre passion aussi dans le domaine de votre profession de recherche. Donc, pour moi, vous êtes ce qu'on appelle une personne totalement épanouie. Vous avez su allier qui vous êtes, vos particularités et vos passions avec votre travail. Ça, je crois que c'est très important de signaler ça à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Et je pense que c'est une piste à vraiment exploiter pour les personnes autistes. Partir de leur passion. Vous êtes un exemple. Il y a plusieurs questions et déjà, je tiens à m'excuser auprès des auditeurs ou spectateurs qui nous regardent et qui nous écoutent. Mais là, maintenant, il y a tellement de questions qu'il faudrait refaire une émission là-dessus. Donc, comme médiateur social, le jeu vidéo, vous nous avez expliqué de votre propre expérience, que ça vous a permis de rentrer en contact et en interaction avec vos parents parce que vous avez un support dont vous avez la maîtrise et ça vous facilitait et grâce à ça, ça vous a ouvert à d'autres choses. C'est aussi la porte d'entrée de communication avec d'autres personnes et ça vous a appris un peu les codes sociaux, ça vous a permis de vous faciliter l'inclusion parmi d'autres. Et au-delà de ça, vous faites des recherches encore. Donc, au niveau des personnes autistes qui nous regardent, souvent les parents s'inquiètent de la proportion que prend la passion des jeux vidéo dans la vie de leur enfant. Quand est-ce que c'est une ressource et quand est-ce que ça devient toxique? Quand est-ce qu'elle est la limite? C'est très difficile à définir. Et comment, plutôt que le jeu devienne son ennemi, comment l'apprivoiser que ça devient l'ami? L'ami de la famille, l'ami de la personne autiste, l'ami de tous et toutes, pour que cette personne puisse trouver sa place au mieux tout en respectant son besoin. Car il est clair que si une personne joue, c'est qu'elle en a un besoin, c'est que ça lui apporte du bien-être. Et si elle en a besoin, c'est parce que souvent, elle compense à l'extérieur. Donc, elle a vraiment besoin de cette ressource. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de recherches au niveau neurocognitif et autres, et le jeu. L'idée, c'est, moi, la question que j'aurais à vous poser, est-ce que vous pensez que ce serait un outil que les personnes autistes pourraient développer, être créateurs de jeux, créer leur propre emploi à travers leur passion et justement les difficultés ou pas qu'ils ont rencontrées pour amener des réponses? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce type de travail ou pas? Alors, je vais répondre à tout ce que vous avez dit en deux temps, si vous le Je vous en permettez. prie. Donc, la première chose, c'est cette question du jeu qui fait peur, du jeu vidéo qui fait peur. Donc, j'aimerais rebondir là-dessus. En fait, c'est une thématique qui est abordée de mille et une manières, que ce soit pour les personnes autistes, que ce soit pour les personnes neurotypiques ou que sais-je. Et en fait, il y a ce qu'on appelle des paniques morales, en fait, régulièrement. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est à l'apparition de chaque nouveau média. Le média est généralement populaire auprès des personnes plus jeunes, hein, parce que c'est quelque chose de nouveau, donc c'est plutôt de ce côté-là qu'il va y avoir un fort impact dès le départ. Et du coup, les anciennes générations vont avoir tendance à avoir peur de ce média qui est apparu. Avec l'apparition du roman, par exemple, la popularisation du roman, au début, il faut savoir que le livre, il faisait peur aussi. Si on regarde l'histoire de Don Quichotte, par exemple, c'est quoi l'histoire de Don Quichotte? C'est une personne qui s'est abrutie par la lecture. Donc, en fait, avant, on avait peur que nos jeunes s'abrutissent, s'aliènent par la lecture de romans ou quelque chose comme ça. Alors qu'aujourd'hui,
c'est difficilement envisageable. Généralement, si on a un enfant qui lit beaucoup, on va avoir tendance à en être plutôt fier. Là où le jeu vidéo, ben, ça reste assez jeune au niveau de l'histoire des médias de manière générale. Et donc, du coup, bah, il fait encore peur. Et donc, cette panique morale fait qu'on a tendance à diaboliser le jeu vidéo, alors que, en fait, le jeu vidéo, c'est un outil, comme vous venez de le dire dans votre question. Donc, c'est la manière dont on l'utilise qui va influencer qui va avoir un impact, qui va avoir des conséquences, je vais dire. Et donc, avec cette panique morale, on va avoir tendance à parler d'addiction aux jeux vidéo, de jeux pathologiques, etc. Donc, j'ai interviewé Arnaud Zarbo. Donc c'est un psychologue qui travaille avec des jeunes qui ont dans le milieu notamment du jeu vidéo. Et lui, ce qui m'a dit, donc je vous donnerai le lien pour mettre le lien Excellent. dans la vidéo. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que lui, bah, il ne veut pas parler d'addiction, il veut parler de jeu pathologique. Donc, c'est-à-dire que le jeu pathologique, c'est quoi? C'est quand la pratique du jeu vidéo devient problématique pour la personne. À quel point, à quel moment est-ce qu'on sait que ça devient problématique pour la personne? Bah déjà, à partir du moment où la pratique du jeu vidéo va empiéter sur les besoins primaires, je vais dire, de la personne. Si, par exemple, on commence à jouer, à jouer et à arrêter de se nourrir, à ne plus prendre soin de soi, etc., parce que la pratique prend trop de place, bah là, à ce moment-là, ça va être considéré plutôt comme problématique. Mais généralement, ça, c'est un symptôme d'autre chose. C'est pas vraiment, je veux dire, le jeu pathologique n'est pas le problème. Généralement, le jeu pathologique, il devient pathologique parce qu'il y a un mal-être quelque part ailleurs, on va Vous dire, voulez selon. dire qu'en fait, c'est l'arbre qui cache la forêt. Exactement, exactement. Il me semble qu'il a utilisé cette expression-là dans l'interview. Et donc voilà, le jeu vidéo, s'il est utilisé en tant que terrain de rapprochement, comme manière de montrer de l'intérêt à son enfant, par exemple, au sein de la famille, bah, d'office, ça va être quelque chose de plus positif que si on lui dit tout le temps, ouais, il faut que tu arrêtes de jouer aux jeux vidéo, c'est nul, c'est pas intéressant. J'ai eu beaucoup d'adultes quand j'étais plus jeune qui me disaient, bah, le jeu vidéo, ça te servira jamais à rien, à un moment tu verras, quand tu auras 20 ans, tu arrêteras de jouer, etc. Euh, Ils se sont trompés un petit peu. Mais donc voilà, donc ça c'est pour la partie à partir de quel moment il faut avoir peur du jeu vidéo, bah, c'est juste une question de pratique, en fait, et de est-ce que ça prend trop de place vis-à-vis des besoins primaires de la personne qui pratique. Sinon, à partir du moment où on utilise ça comme outil, je vais dire, de communication, là, d'office, je pense Et que de ça peut être un outil loisirs, très hein, précieux. n'oublions pas, Et de loisirs, la bien sûr. partie plaisir est très importante. On n'apprend jamais aussi bien que quand on s'amuse, c'est très important. Bien sûr, oui, je parle beaucoup d'outils de rapprochement parce que c'est le sujet de la vidéo, mais évidemment que le jeu vidéo est avant tout quelque chose qu'on pratique par loisir, naturellement. Et donc, la deuxième partie, est-ce que vous pouvez me rappeler la deuxième partie de votre question? Mais la deuxième partie, c'est est-ce que, comme moi je vois que beaucoup de nos jeunes sont tellement passionnés par les jeux vidéo et Oui. alors ils se débrouillent vraiment bien. Alors, vous allez dire, par rapport à mes connaissances, c'est normal, n'importe qui se débrouille mieux que moi. Mais quand même, je me dis qu'il y a quelque chose à développer. Et quand je vous entends vous exprimer sur ce qui existe, je me dis qu'il y a encore beaucoup de choses à créer. Est-ce que ça ne serait pas une piste d'avenir professionnelle pour certaines personnes autistes de développer justement des jeux vidéo qui correspondent peut-être à un besoin, à une attente, et qui seraient, comme on dit dans notre jargon, autiste-friendly, qui permettraient aux personnes autistes justement de développer leurs compétences. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en Euh, pensez? Si, clairement. En fait, je pense que bah, pour les personnes autistes, c'est particulièrement précieux d'envisager ça comme ça, mais je pense que c'est généralisable à tout le monde. C'est-à-dire que quand on va à l'école, on va faire une formation bien spécifique, on va entreprendre un parcours bien spécifique. Ce parcours, le diplôme que vous allez recevoir n'est pas une chaîne avec un boulet qui vous empêche de faire ce que vous voulez. En fait, à partir du moment où vous allez étudier quelque chose, que vous allez apprendre quelque chose, quasiment à coup sûr, il y a possibilité de mobiliser vos apprentissages
pour rapprocher le monde professionnel de votre passion, en fait. Par exemple, moi, j'ai étudié la traduction et j'ai fait une traduction. Donc, comme je vous ai dit, j'ai eu un master j'ai un master en traduction à finalité spécialisée. Et spécialisé en quoi? En traduction politique, juridique et économique, et scientifique et technique. Donc, c'est pas très proche de la traduction de jeux vidéo. Je comprends votre compensation pour aller trouver refuge dans le jeu vidéo, honnêtement. En soi, ce sont des sujets qui m'intéressent aussi, donc c'était quelque chose que j'ai bien aimé faire. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte, ok, d'accord, j'ai un petit bout de papier, hein, c'est un diplôme, un petit bout de papier sur lequel il est marqué que je suis traducteur, à finalité spécialisée, et ça donne mes différents champs d'expertise. Mais en soi, ça ne me limite pas, en fait. C'est quelque chose, grâce à cette formation en traduction, j'ai énormément travaillé ma pratique du français. Donc, je pourrais très bien, j'écris à mes heures perdues, hein, j'écris des histoires, etc. C'est quelque chose que j'ai toujours fait aussi. Du coup, la pratique du français au sein de la formation en traduction, ça pourrait m'amener à travailler comme, que sais-je, comme traducteur de jeux vidéo déjà, là c'est le cas, hein, j'ai déjà traduit des jeux vidéo, mais on peut aussi devenir scénariste dans le milieu du jeu vidéo. En fait, il y a tellement de corps de métier qui interviennent dans le développement de jeux vidéo que d'office, il y a probablement moyen d'utiliser les ressources qu'on a acquises au cours de la formation pour entrer dans le domaine du jeu vidéo, mais ça peut être dans le milieu du développement. Ça, clairement, on peut entrer, on peut apprendre à développer des jeux vidéo, on peut apprendre ça du codage, hein, je veux dire. On peut, pour les personnes autistes qui aiment bien le jeu vidéo et qui aiment bien dessiner, on peut devenir graphiste dans le milieu du jeu vidéo. Il y a tellement de choses à faire, et même de manière plus extérieure au développement de jeux vidéo, mon travail, mon apprentissage du français m'a permis de devenir rédacteur web, en fait, et de rédiger des textes comme le dossier sur l'autisme et jeux vidéo, mais j'ai écrit pas mal d'autres dossiers, je rédige des tests de jeux vidéo, et je suis rémunéré pour ça. Enfin, notamment, j'étais indépendant complémentaire et j'ai pu rédiger pour jeuxvideo.com, qui est un site assez connu au niveau du journalisme en jeux vidéo. Et donc là, ça m'a permis d'être rémunéré, d'avoir un complément de revenus. Et donc voilà, de manière générale, on peut toujours mettre à profit ce qu'on a appris. Il faut juste trouver l'astuce, je veux dire, le domaine dans lequel on peut mobiliser nos compétences et nos apprentissages, en fait. C'est juste ça. Donc oui, clairement, en tant que personne autiste qui a un intérêt spécifique pour le jeu vidéo, eh bien, il y aura probablement toujours moyen de se dire, tiens, même si j'apprends les mathématiques, par exemple, eh bien, dans le monde du jeu vidéo, on développe des algorithmes pour représenter, je sais pas moi, pour représenter le comportement de fluides, comme l'eau, par exemple. Donc, vraiment, en soi, les possibilités sont là. On va pas dire... Elles sont infinies, il y a moyen de faire encore beaucoup de choses. Oui, elles sont théoriquement infinies. Après, c'est pas non plus le milieu du jeu vidéo, c'est pas le milieu le plus facile, hein. Il y a pas mal de problèmes dans le domaine professionnel du jeu vidéo, que ce soit avec que ce soit des problèmes par exemple pour les femmes, c'est un peu difficile d'entrer dans le milieu du jeu vidéo parce qu'il y a une forme de gatekeeping de la part des gamers et même parfois des développeurs. On entend des discours un peu bizarres parfois, même dans le milieu du développement de jeux vidéo. C'est un milieu qui n'est pas forcément facile. À tous les niveaux à ce niveau-là. C'est ça, oui. Avant de terminer, je voudrais qu'on revienne sur quelque chose que vous avez parlé, cette fameuse formation de médias numériques culturels. Vous pouvez nous en dire un peu plus parce que je pense que plusieurs personnes seraient intéressées. Alors donc, il s'agit en fait d'une formation que j'ai co-organisée avec mon collègue Bruno Dupont et l'association Art République. Donc en fait, c'est une formation en médiation numérique culturelle, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui viennent suivre cette formation pour apprendre à utiliser des médias numériques pour parler de quelque chose, pour conscientiser, pour faire de la conscientisation autour d'un thème particulier. Ça pourrait être quelqu'un qui aurait envie de faire une campagne de sensibilisation à l'autisme et qui voudrait utiliser un média numérique, par exemple. Nous, par exemple.
Voilà, vous par exemple. Et donc, c'est une formation qui n'aborde pas que le jeu vidéo. Le jeu vidéo est abordé en tant que média numérique qui peut servir pour faire de la médiation, mais on aborde aussi la rédaction web, la création de vidéos en ligne, par exemple, les vidéos, comment faire du montage vidéo, par exemple, et comment. Et on apprend aussi, on enseigne aux participants à se poser les bonnes questions, c'est-à-dire, ben, tiens, ok, d'accord. Qu'est-ce que ce média me permet? Donc, c'est-à-dire, le jeu vidéo, il permet, par exemple, de parler d'un sujet, mais en plus de faire interagir les gens de manière directe. Donc, qu'est-ce que ce côté-là pourrait m'apporter dans ma campagne de sensibilisation? Mais on a aussi la rédaction blog, la rédaction web. Pourquoi est-ce que je voudrais Rédaction passer par la blog, rédaction? rédaction web, expliquez-moi un peu plus, s'il vous plaît. C'est créer du contenu percutant, il y a des techniques, il y a des… Alors oui, en fait, la rédaction web est un métier à part entière, en fait, parce que quand on rédige des textes sur Internet, on doit faire attention à deux choses. Premièrement, le texte doit être lu par des êtres humains. Donc, le texte doit être fluide, doit être bien écrit, il doit être engageant, il doit pousser les personnes à lire plus, je vais dire, et être agréable à lire. Mais le texte, il n'est pas lu que par des êtres humains. Il est lu aussi par des algorithmes. Il est lu par des algorithmes de Google, par exemple. Et donc, quand on fait de la rédaction web, on va devoir penser à la fois au lecteur humain et à la fois à Google, qui va référencer en fait votre texte. C'est-à-dire que Donc, votre texte… Oui. il est important que dans le discours que l'on veut faire passer à l'humain, il y ait quelques mots-clés qui sont recherchés par le web et qui sont, sans doute qu'il y a un ordre chronologique du plus important au… C'est ça, en fait, on va choisir un mot-clé qui va être répété plusieurs fois, des synonymes de ce mot-clé aussi, et on va construire en fait notre contenu autour de la thématique pour que les robots de Google, entre guillemets, comprennent de quoi on parle et puissent référencer ça de manière correcte. En fait, plus le contenu a l'air cohérent, mieux il sera référencé. Donc, Intéressant. le métier de rédacteur web, c'est vraiment quelque chose, un métier à part entière, et donc c'est quelque chose qui est notamment abordé lors de cette formation. Donc ça, c'est vraiment la médiation, donc la formation en médiation numérique culturelle, mais il y a aussi d'autres types de formations. Nous, par exemple, avec le Liège Game Lab, on organise un certificat autour du jeu vidéo, autour de la culture du jeu vidéo. C'est-à-dire qu'on enseigne le jeu vidéo. Donc, on va parler de jeu vidéo. Moi, j'ai donné un cours, une séance sur la localisation de jeux vidéo, donc la traduction de jeux vidéo. J'ai un collègue qui s'intéresse à tout ce qui est création de jeux vidéo en amateur, qui parle de ça, qui parle des outils qui peuvent être utilisés pour créer des jeux vidéo. Ce n'est pas une formation en développement de jeux vidéo, mais c'est vraiment… on va parler Culture du du jeu. jeu vidéo. C'est ça, le jeu vidéo en tant que Et média ça se fait culturel. en présentiel, en distanciel? Ça se fait en présentiel. La première année où on l'a organisé, le petit souci, c'est qu'on a eu le confinement à cause du Covid. Donc là, on a dû le faire en ligne, mais nous, on était sur place dans une salle qui était faite exprès pour faire des présentations, etc. Mais les participants étaient en ligne. Et cette année, par contre, elle se donne en présentiel. Elle a lieu chaque année et elle s'adresse à toutes les personnes qui pourraient utiliser le jeu vidéo pour faire de la médiation ou qui pourraient utiliser le jeu vidéo dans leur travail de tous les jours, on va dire. Donc, par exemple, des enseignants qui ont envie de mieux connaître le jeu vidéo pour pouvoir en parler avec leurs élèves. On a des éducateurs qui voudraient utiliser le jeu vidéo dans leur travail de tous les jours. On a des personnes qui travaillent dans des associations qui viennent aussi participer à ce certificat. C'est en combien de voilà. temps et où et quand et combien? Donnez-nous les informations parce que je pense que plusieurs personnes seraient intéressées. Alors, ce certificat donc s'adresse un peu donc vraiment à des personnes qui sont susceptibles d'utiliser le jeu vidéo. Je pense que le prix avoisine les 800 €, il me semble. Et ça se passe en un quadrimestre d'année académique. Donc, c'est-à-dire qu'on va commencer en janvier, qu'on va finir plus ou moins en mai-juin. Et ça se donne les vendredis après-midi de 13h à 17h, si je ne me trompe pas. Et donc, Où? Oui, à l'Université de Liège. À l'Université de Liège. Et vous allez nous donner le contact pour qu'on puisse le mettre en dessous de la vidéo et Oui, qu'on bien puisse sûr. contacter les personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées. Alors,
Moi, perso, je ne vais pas le faire, mais je pense qu'il y a des gens dans mon équipe qui vont être intéressés, des collaborateurs, et ça pourrait nous apporter effectivement énormément d'éléments pour enrichir et nous accompagner dans notre sensibilisation à l'autisme à travers le grand public. Alors, je tenais à vous remercier de nous avoir consacré ce temps. On aura le plaisir, j'espère, de vous recevoir très bientôt en présentiel lors d'un autre apérotiste. Je pense que beaucoup de personnes seraient ravies de vous rencontrer et de poser des questions. Donc, on organise une fois par mois un apérotiste où les personnes autistes abordent différentes thématiques. Alors, il y a souvent des débats, des conférences et autres, et puis un temps libre. Et là, je pense que la thématique du jeu revient très souvent et ça serait sympa que vous participiez à cet événement. Ce sera avec plaisir. Ok, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à la partager, surtout à mettre des commentaires. Je suis certaine qu'on n'a pas encore réussi à répondre à toutes vos questions, mais ce n'est pas grave, on aura d'autres occasions. Nous vous remercions de votre confiance et à très bientôt. Je vous attends pour les vidéos suivantes qui viendront chaque semaine égrener tout le mois d'avril. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à Autisme en Action, Autisme en Action, notre chaîne YouTube, et vous pouvez mettre des commentaires ou nous contacter à notre adresse mail qui est inscrite ici en dessous. À très bientôt, au revoir.